En 1995, New York Computing fait paraître le premier Heroes of Might and Magic, une déclinaison stratégique et tactique de leur jeu de rôle Might and Magic développé depuis 1986, qui a fait rêver petits et grands menant une nuée de créatures au milieu de graphismes pastels et d'une musique légendaire écrite par Paul Romero. 30 ans plus tard, la série est encore une référence dans le domaine du mix entre stratégie, tactique et RPG, inspirant moult séries comme Disciple et Age of Wonders, et même des titres plus contemporains comme Songs of Conquest, ainsi que de nouvelles déclinaisons comme Heroes Hour et son combat automatique. Mieux, un tout nouvel opus est attendu pour l'année 2025, Heroes of Might and Magic Olden Era. Il est donc temps de revenir sur l'histoire de cette série, qui a changé de main plusieurs fois, passant de son initiateur américain au petit studio Unfrozen sous la houlette d'Ubisoft. Retour sur 30 ans de stratégie fantasy dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Le premier Heroes of Might and Magic a deux sources d'inspiration. D'abord, la première, c'est celle du jeu de rôle. L'essor des années 80 a ainsi donné des séries légendaires au dungeon crawl, comme Wizardry. C'est la raison pour laquelle le premier jeu de New World Computing est Might and Magic, en 1986, qui se fait un petit nom et enchaîne les suites, avec un 9e opus paru en 2002 et un total estimé à 4 millions de copies écoulées en 1999. Dans le même temps, New World Computing s'intéresse à d'autres genres et fait paraître en 1990 King's Bounty. Aux commandes d'une des 4 classes, on doit retrouver un sceptre pour notre suzerain en se baladant au tour par tour dans le monde et en recrutant différents guerriers à utiliser dans des batailles tactiques au tour par tour. On y retrouve là les éléments d'Heroes of Might and Magic, qui sort en 1995 en mêlant la série RPG et le gameplay façon King's Bounty. Aux commandes là encore d'un des 4 héros, vous êtes cette fois à la tête d'une faction, représentée par votre ville de départ, qui a son propre thème musical, sa chaîne de bâtiments à construire et ses unités à recruter une fois tous les 7 tours, c'est-à-dire toutes les semaines, avec chaque unité divisée en différents tiers en fonction de leur puissance et de leur prix. Sur la carte, un ou plusieurs héros récupèrent des sites de production pour les nombreuses ressources du jeu, que sont l'or, le bois, le minerai, le sulfure, le mercure, le cristal et les gemmes, avec aussi des sites spéciaux à trouver, avec divers bonus, des coffres et des stacks d'unités, qui pourront soit vous rejoindre, soit vous combattre. En bataille, vos deux armées se font face. Chaque stack d'unités peut alors se déplacer, tirer ou combattre l'adversaire, et est d'autant plus puissant qu'il compte d'unités dans son stack, tandis que votre héros peut lancer les sorts qu'il a appris grâce au développement dans votre cité de la guilde des mages, avec une large liste de sorts allant de soutien à des sorts de destruction totale. Chaque unité a également ses petits twists. On retrouve un système de morale pour que vos unités agissent plus ou moins souvent. Vos commandants prennent des niveaux et gagnent des compétences et peuvent également porter de l'équipement. Les 4 factions sont ainsi le chevalier qui dirige les humains, avec ses paysans, archers, piquiers jusqu'aux paladins, le barbare avec des créatures dangereuses, du gobelin au cyclope, la sorcière avec des créatures enchanteresses, comme les fées, les nains, les elfes, et le warlock avec des créatures magiques dangereuses, du centaure à l'hydre. Le soft a globalement un charme certain, porté par des graphismes pastels du plus bel effet et une excellente bande-son inspirée du classique et particulièrement de la musique baroque, qui reste une constante dans la série. La série plaise suffisamment pour inspirer une nuée de suites. Dès 1996, Heroes of Might and Magic 2 propose un vrai mode campagne, permettant de mener 3 factions du bien contre 3 factions du mal et inversement, avec le rajout du sorcier, avec ses hobbits, golems, mages et titans, et le nécromant, avec les squelettes, momies, liches et dragons d'os. Les constructions sont plus diverses et permettent de débloquer des améliorations pour certaines unités, comme l'archer des humains pouvant devenir un ranger. Les héros ont plus de compétences, ont un système de magie avec des points de mana plutôt que des limites d'utilisation de sorts. Le soft améliore ainsi grandement son prédécesseur, avec même des thèmes musicaux encore plus marquants où l'on retrouve des chanteurs d'opéra directement dans vos villes, et que je vous enjoins à aller écouter. En 1999, Heroes of Might and Magic 3 constitue le soft le plus apprécié de la franchise. Avec des graphismes moins cartoon et plus terre-à-terre pour les unités, le soft propose rien de moins que 7 campagnes, 2 extensions et 9 factions différentes qui refondent totalement celles du précédent opus.
chaque unité militaire a désormais le droit à son upgrade, et l'on retrouve des noms de factions différents. Castle reprend les humains du chevalier, avec les moines et les anges en prime. Le rempart ressemble à la sorcière, avec les nains, elfes, licornes et gardes d'androïdes. La tour est similaire aux sorciers, avec ses gargouilles, géants et nagas. Le stronghold ressemble aux barbares, entre le cyclope et le behemoth. Nécropolis reprend le nécromant, avec en plus des chevaliers noirs. On retrouve des mix divers de races, avec Conflux mêlant fées élémentaires et Dungeon mêlant Minotaur et Beholders. Et on retrouve en prime 2 nouvelles factions, avec l'Enfer et ses diables, et Fortress avec ses créatures des marais. Ces combinaisons de races et d'unités poussent la série vers son opus le plus rejouable et apprécié de la série, au vu de sa myriade d'unités et de factions. Pourtant, c'est avec des difficultés financières plus importantes que va sortir le prochain opus, Heroes of Might and Magic 4 en 2002, qui propose relativement moins de contenu, avec tout de même quelques changements à noter, comme des batailles tactiques orientées différemment, des héros qui participent directement au combat, plus de contrôle sur leur prise de niveau, des unités recrutables tous les jours plutôt qu'à chaque semaine, un système de caravane pour transporter vos unités entre vos cités, et des campagnes plus narratives, mais avec surtout beaucoup plus de texte que de vidéos. Le nombre de factions redescend à 6, avec moins d'unités et la fin de leurs upgrades. Inferno et Fortress n'existent plus, Life reprend les humains, Death le nécromant, l'Ordre le sorcier, Might le barbare, Nature la sorcière, et Chaos mix des orques, des hydres et quelques diables. On retrouve par contre avec grand plaisir les airs d'opéra du deuxième opus. Et encore une fois, je vous recommande fortement d'aller écouter la bande son. Un poil moins bien accueilli, ce dernier titre n'a pas pu bénéficier de beaucoup d'expansions, étant donné la banqueroute finale de New World Computing en 2003 et le rachat de la licence par les Français d'Ubisoft. Sous la houlette d'Ubisoft, l'univers Might and Magic, qui mêlait fantasy et science-fiction à coup de robots et de conquérants de l'espace, est définitivement rebooté pour devenir uniquement un univers fantasy, celui d'Ashan, un choix qui ne satisfera pas forcément tous les fans de la série. En tous les cas, Heroes of Might and Magic 5 paraît en 2006 en étant développé par les chypriotes et russes de Nival. On y retrouve toutes les bases de la série, surtout celles du troisième opus, dans des graphismes en 3D plutôt cartoon. Les 6 campagnes et celles des extensions sont centrées sur 8 factions revisitées. On retrouve ainsi les factions connues, avec Haven pour les humains, Inferno pour les démons, Stronghold pour les barbares, l'Académie pour les sorciers, et Nécropolis pour les nécromants, avec des factions revisitées, comme Fortress qui devient une faction de nains, Donjon qui devient une faction d'elfes noirs, et les restes de la sorcière qui devient les Sylvains pour une faction d'elfes. On revient également au système d'upgrade d'unités, avec même des upgrades alternatifs pour chacune des unités, avec l'extension Tribes of the East. Le soft est globalement bien accueilli pour un reboot, et est considéré comme le deuxième meilleur opus de la série. On ne pourra pas en dire autant des deux suites. Pour montrer le lien avec la série, ils ne s'appelleront d'ailleurs plus Heroes of Might and Magic, mais Might and Magic Heroes. Le 6ème opus est cette fois développé par les Hongrois de Black Hole Entertainment, et sort avec une connexion internet obligatoire et des bugs, et ruine le studio qui ferme l'année suivante. Le soft revoit le système de magie pour plus de contrôle sur les sorts que le héros apprend, rajoute un système de réputation, les cités ont maintenant des zones de contrôle incluant les différentes mines, les créatures ont des compétences activables, mais on retrouve globalement moins de ressources et moins d'unités. Pour les factions, Forteresse, Académie et les Sylvains disparaissent, et on retrouve 6 factions principales, avec Haven, Inferno, Nécropolis, Stronghold, Donjon, et la nouvelle faction Sanctuary, qui inclut des créatures d'eau typées asiatiques, incluant des samouraïs et des shoguns. Le tout dernier titre paru, Might and Magic Heroes 7 en 2015, est développé cette fois par les Allemands de Limbic Entertainment, et là encore, souffre de nombreux bugs à la sortie et d'une IA aux fraises. Il est unanimement considéré comme étant le pire de la série, que ce soit visuellement ou mécaniquement. Pendant qu'Heroes of Might and Magic souffre dans les derniers opus, les softs qui s'en inspirent se multiplient. Les retours des séries Disciple et King's Bounty ces dernières années sont couplés à des softs considérés comme des suites spirituelles, comme Songs of Conquest, voire qui utilisent des twists, comme Songs of Silence et son combat automatique. Mais le trône de la série reste vacant. C'est pourquoi la sortie prochaine d'Heroes of Might and Magic Olden Era interroge. Retournant à l'univers originel, avec des graphismes pastel hommage aux lointains opus,
il pourrait être le renouveau dont la série a bien besoin. Reste qu'il est dommage que tous les opus de la série depuis le rachat d'Ubisoft soient développés par des studios différents, en espérant qu'Unfrozen sera à la hauteur du défi. En attendant, l'on peut toujours aller écouter les airs d'opéra du 2e et 4e opus pour une des meilleures BO du jeu vidéo.